la chance maintenant d'accueillir Jérôme Soeur. Jérôme Soeur est éco-acousticien et mène ses recherches auprès du Muséum d'histoire naturelle, si je ne me trompe. National d'histoire naturelle. National d'histoire naturelle. Enfin, pour moi, il y en a qu'un. Et j'ai toujours travaillé. Il y a des muséums d'histoire naturelle dans les villes. Oui, c'est vrai. Non, mais pour moi, il n'y avait que celui-là. Et vous êtes dans un lieu où peut-être, mais cette fois-ci, ils sont beaucoup plus sages. Vous allez entendre le bruit des oiseaux, le bruit des grenouilles. Les grenouilles, tout à l'heure, vont se manifester très fortement. Et la dernière fois, ceux qui étaient là peuvent être témoins du fait que les oiseaux participaient à la conversation. Dedans et dehors. C'était incroyable, avec une intensité du son qui évoluait. Donc ici, on a beaucoup d'insectes, d'oiseaux, de grenouilles. Et vous intéressez aux stridulations, aux symbolisations, je lis parce que je n'utilise pas le mot symbolisation tous les jours, aux bourdonnements, aux vibrations qui sont présentes dans le vivant. Et donc nous sommes extrêmement impatients de découvrir où vous mènent vos recherches. Merci beaucoup pour cette introduction. Et bien justement, je voulais commencer par vous demander ce que vous avez entendu ici, à part les présentations, enfin à part les conférenciers. Grillons champêtres. Les grenouilles, on a entendu les grenouilles vertes. Est-ce que vous avez entendu autre chose? Quelques ploufs de carpes. Ah bon? Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai passé une bonne partie de la matinée sur la terrasse. Donc des sauts de carpes, ouais. D'accord. Et là, ouais, mais même pendant les conférences, il y a eu beaucoup de grillons, il y a des oiseaux. Est-ce que vous avez reconnu des oiseaux ou pas? Est-ce que vous avez... Et il y avait les avions. On va en reparler. Il y avait les avions. Mais les oiseaux, il y avait... alors j'ai un peu prêté attention. Il y avait du serin-cygni, du merle noir, du rouge-queue, des linottes mélodieuses. Voilà, enfin, il y a déjà plein de choses. Juste sans sortir, hein, juste en restant dans la salle, on entend plein de sons si on y prête attention. Et ça va être un petit peu l'objet de cette conférence, et vous dire que si on prête attention à ce que l'on peut entendre, on a une autre sensibilité aux environnements, qui soient finalement très anthropisés ou qui soient très naturels, avec des guillemets qu'on met maintenant autour du mot nature. Alors, je voudrais commencer par une petite anecdote littéraire, en fait. Il y a 2-3 ans, on était en vacances en famille dans le sud de la France. On était à Marseille et on était dans une librairie, je ne trouvais pas, c'était une librairie un peu bazar, j'allais dire, je trouvais absolument rien. Puis au dernier moment, j'ai trouvé ce livre de Stéphanie Baudet. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une alpiniste grimpeuse et qui est aussi poète, qui a écrit un très beau livre que je vous conseille, publié chez Gallimard, qui s'appelle « À la verticale de soi », où elle raconte en fait son voyage vers les montagnes, vers les parois. Et elle raconte, son livre, c'est vraiment les premières pages, elle raconte une aventure au Maroc, dans le Grand Atlas. Et elle est sur une crête, elle est un petit peu décalée par rapport à ses compagnons, et elle bute contre un caillou et elle chute. J'allais dire tout simplement. Enfin, ça paraît la chute complètement idiote pour quelqu'un qui fait de l'alpinisme. Et elle se raccroche, elle dit par miracle, à un autre caillou, ce qui lui évite une chute mortelle. Et elle hurle en fait. Et elle a cette réflexion, elle dit « Personne ne m'a vu tomber, mais tous m'ont entendu crier ». Et je trouve que c'est assez symbolique de ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que par le son, par la voix, ici par le cri, on peut avoir énormément d'informations entre nous et avec les autres, avec notamment les autres êtres vivants. Non loin de là où habite Stéphanie Baudet, dans le Luberon, la même année, tous les matins, je me levais assez tôt avant tout le monde, et sur la terrasse du gîte où on était, j'entendais ce son. Alors, je vais vous faire écouter et vous me direz si vous le reconnaissez. C'est un son du sud.
Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un connaît ce son? Ceux qui viennent de Montpellier, je ne sais plus où vous êtes. Non? Alors, c'est un oiseau. Et c'est un oiseau, en fait, moi, cet oiseau, je le connais très bien parce que, justement, il se nourrit de cigales, et j'ai beaucoup travaillé sur les cigales, donc c'est un son que je connais très bien, et je suis sûr de l'oiseau dont il s'agit. Je vais vous montrer qui c'est. Et la question était de savoir, mais je ne le voyais pas, ils étaient trop loin. Et la question était, est-ce que j'ai le droit de dire... Cet oiseau était présent tel jour, à telle heure dans ce site. Est-ce que je peux notamment considérer ça comme une information scientifique pour l'inventaire de la biodiversité en France? Est-ce que le son est suffisant comme preuve scientifique? Quel est en fait son poids en termes d'information scientifique? Il m'est arrivé souvent de revenir au laboratoire en disant « Ah ben j'étais, je sais pas, dans le sud et il y avait... Cicada orni, telle espèce de cigale. Ah bon, tu les as vus? Je dis, ah non, je les ai entendus. Ah bon, mais tu les as capturés et puis tu les as ramenés au laboratoire? Je dis, non, je les ai entendus. Et ça ne suffit pas. Souvent, la preuve visuelle ne suffit pas. Alors là, en plus, cet oiseau, j'aurais bien voulu le voir parce qu'il est très beau. Donc, il n'y a pas que le son. C'est le guêpier d'Europe. C'est un migrateur d'Afrique. C'est... un oiseau en effet extrêmement beau, c'est un insectivore qui mange les cigales. Mais voilà, cette question était quelle vérité donner finalement au son par rapport à la vision? Parce que, en fait, nous sommes des animaux essentiellement visuels. Nous vivons dans un monde où, quand on a la chance de voir, où l'information est essentiellement visuelle, où notre confrontation aux environnements est essentiellement visuelle, et on oublie un petit peu la part auditive, la part que peut nous apporter en fait notre audition. Alors, est-ce que ça vient finalement d'une culture, peut-être d'une culture judéo-chrétienne, où pour croire, dans ce cas-là, dans la religion, il faut voir et même toucher. Donc là, avec l'incrédulité de saint Thomas peint par Le Caravage. Et est-ce que finalement, pour savoir, pour connaître, est-ce qu'il faut voir? Encore une fois, est-ce qu'il faut avoir cette information visuelle, cette vérité visuelle pour savoir, ou est-ce que le son peut être suffisant? Toute l'idée est un peu d'essayer de rééquilibrer en fait ces proportions, cette importance de nos sens, où on a beaucoup plus d'importance attribuée à la vision, puis à l'audition, puis aux autres sens, le goût, le toucher et l'odorat. Alors cette relation de dominance est apparemment vraie essentiellement dans le monde occidental, mais aussi dans beaucoup d'autres cultures. C'est quelque chose que l'on retrouve notamment dans notre vocabulaire. C'est-à-dire que notre vocabulaire notre lexique est beaucoup plus riche pour des descriptions visuelles que pour des descriptions auditives. Si vous lisez, moi j'essaye de faire attention quand je lis, savoir s'il y a des descriptions auditives ou musicales, et c'est relativement rare. Or, la littérature est remplie de descriptions visuelles, de paysages ou d'intérieurs. C'est assez absent. Et c'est vrai aussi d'un point de vue cognitif. Je pense que Hervé pourrait le dire beaucoup mieux que moi, mais que la mémoire visuelle est plus développée que notre mémoire auditive. Alors, donc voilà, finalement, cette question, quelle réalité, quelle vérité sonore pouvons-nous avoir pour nous, mais aussi pour notre connaissance du vivant? Donc moi, je fais de l'écologie, donc je ne m'intéresse pas forcément aux êtres humains, mais plutôt aux êtres vivants non humains, même évidemment, il y a des interactions avec nous, et donc je traite de questions d'écologie par le son, par les oreilles, et c'est ce que je vais essayer de vous illustrer avec différentes recherches que l'on effectue au laboratoire. Alors, quand on étudie les sons du vivant, les grenouilles vertes, le saut de la carpe, pourquoi pas, souvent mais pourquoi pas, on s'intéresse au comportement.
animal. C'est-à-dire qu'on va savoir pourquoi cette grenouille chante, qui chante, est-ce que c'est un mâle, est-ce que c'est une femelle, est-ce que c'est un adulte, est-ce que c'est un jeune, pourquoi elle chante, qu'est-ce qu'elle est en train de dire aux autres, à quoi ça lui sert dans sa vie, comment les autres individus l'entendent physiologiquement, comment ils le reçoivent, quelle interprétation ils en font, quelles informations ils extraient, quels sont les processus aussi cognitifs. Enfin, on peut traiter ça de plein de manières différentes avec plein de disciplines différentes. Mais le centre d'intérêt est l'individu. C'est-à-dire qu'on va étudier un individu, puis plusieurs individus, une grenouille, deux grenouilles, trois grenouilles, qui vont représenter une espèce, ici la grenouille verte. Et on va faire de l'éthologie du comportement animal. Maintenant, depuis quelques années, on s'intéresse au son du vivant à une autre échelle, d'une autre manière. On ne se concentre plus sur des individus, mais sur tout un paysage ou des écosystèmes qui sont remplis d'individus, qui interagissent, qui forment des populations. On parle aussi après de communautés et d'écosystèmes ou de paysages. Et dans ce cas-là, on ne traite plus de questions de comportement animal, d'éthologie, mais d'écologie. Donc de savoir quelles sont les interactions entre ces êtres vivants, quel est l'état naturel de ces milieux, que ce soit une montagne, un océan, une mer ou une rivière. Et ça, en fait, ça implique des questions différentes, bien sûr, mais aussi des manières de travailler différentes, des manières différentes d'enregistrer, d'analyser les sons. Alors, qu'est-ce qu'un paysage ? Je pense que si je vous dis paysage, tout de suite, on a une image visuelle. Paysage, ici, c'est un paysage de la Loire, un paysage ligérien, vous voyez la Loire, enfin en tout cas, moi, comme j'ai souvent été dans le coin, j'ai tout de suite une image de la Loire avec les bancs de sable et ces bordures pas canalisées. Mais en fait, de ces paysages émanent des sons, toute une quantité de sons, et donc on peut avoir ce qu'on appelle un paysage sonore. En anglais, ça marche un petit peu mieux, parce que paysage en anglais, c'est landscape, qui est traduit en paysage sonore en soundscape. Et ça marche vraiment bien, soundscape. Bon, en français, c'est paysage sonore, on ajoute un épithète à paysage. Mais une première approximation, une première définition, c'est l'ensemble des sons qui émanent d'un paysage. Donc là, si vous allez en bord de Loire, vous allez probablement voir des oiseaux, un peu d'écoulement d'eau, et puis vous allez aussi entendre la route, les deux routes, sont bien... le train, et puis des avions. Voilà. Il y a plein de sons qui vont constituer ce paysage sonore. Maintenant, ce paysage sonore est en effet composé de différents sons qu'on peut classer. Au muséum, on aime bien classer les choses, on met dans des tiroirs, on met dans des boîtes. C'est important parce que, voilà, si vous voulez connaître, il faut mettre des noms, il faut trier, il faut décrire. Alors, on peut essayer de mettre dans des boîtes, ça ne marche pas toujours de mettre dans des boîtes. Mais Bernie Krause, qui est à la fois un musicien et puis un scientifique américain, a fait cette classification, qui est de mettre d'abord dans une classe qui s'appelle la géophonie, tous les sons qui sont naturels mais qui ne sont pas liés directement à des êtres vivants. Ce sont des écoulements d'air, le vent typiquement, d'eau, un torrent, une rivière, le ressac de la mer, et puis tous les sons aussi liés à la météo, un orage, une pluie, tous ces sons qui finalement dérivent plus ou moins du paysage géologique, on va dire. Et puis il y a toute une série de sons qui sont liés aux êtres vivants directement, ce qu'on appelle la biophonie, les sons du vivant. Alors il y a des illustrations là, mais qu'est-ce que vous connaissez comme son du vivant? On a déjà donné quelques exemples avec ce qu'on pouvait entendre ici. Le brame du cerf, là il y a des cerfs, les cigales, les cymbalisations des cigales, les chauves-souris qui sont dans les ultrasons, donc on ne les entend pas, mais elles sont hyper actives. Les insectes, ouais. Donc là moi j'ai représenté des criquets, grillons, sauterelles, bourdons, là j'essaie de voir si on pouvait entendre des bourdons. Un petit peu des abeilles qui bourdonnent. Les aboiements. Les aboiements des chiens. Ouais. Les vaches. Les vaches, les mammifères. Etc. Les oiseaux, hein. Souvent c'est quand même le premier exemple. Il y a les guêpes et il y a les bourdons. Non, ceux qui sont très méchants, les frelons. Oh, mais ils sont pas très méchants. Ils sont très méchants si on les embête. Les 10 frelons qui rentrent dans une pièce. Les moustiques. Les moustiques. Nos amis les moustiques. Les grenouilles.
Les poissons, ça vous le savez peut-être pas, mais il y a beaucoup de poissons. On découvre de plus en plus que les poissons communiquent avec le son. Des collègues en Belgique qui décrivent ça, et c'est une découverte. Plein de sons par les poissons. Et puis les humains, nous sommes des animaux, nous sommes des êtres vivants, donc nous faisons partie de cette biophonie, en tout cas par la voix, le chant. Et puis il y a les sons. Un peu la face sombre de l'acoustique, j'allais dire, qu'on appelle... Non. Eh bien, ça dépend du point de vue que l'on a. Voilà. Alors, en tant qu'écologue et biologiste, la technophonie, qui sont les sons un peu de toutes nos machines, de nos instruments. Donc, transport, construction, destruction, industrie, musique, mais voilà... on peut en reparler, tout va dépendre du contexte, agriculture, qui sont des sons donc, issus de nos machines. Je disais un peu la face sombre, parce que je le détaillerai après, parce que ces sons que l'on produit ont souvent un impact très négatif à la fois sur nous, pas la musique, on l'a vu, quoique ça dépend. Quelle musique, quand, etc. Si quelqu'un met un boum, boum, boum tout de suite là maintenant, je ne suis pas sûr que ça va nous plaire. Hein, donc ça va devenir un bruit. Donc voilà, histoire de classer, ça permet quand même de décrire les paysages sonores et de commencer à les décrire et de pouvoir aussi les comparer, dire maintenant tel paysage sonore, j'ai plus de technophonie que dans l'autre, plus de biophonie. Et puis le matin et la nuit, je peux suivre ces parties des paysages sonores dans l'espace et dans le temps. Alors, comment on étudie finalement ces paysages sonores, nous, pour des questions d'écologie, de suivi de la biodiversité? Alors malheureusement, on ne va plus tellement sur le terrain. Au début, moi j'ai commencé comme ça, avec mon micro et mon magnétophone, et à enregistrer, et à ne pas bouger pendant longtemps. Alors quand il y a les moustiques, ce n'est pas toujours très agréable. Il ne faut pas bouger, et j'en reparlerai tout à l'heure. Mais donc, depuis quelques années, depuis, que je ne dise pas de bêtises, 2008, quelque chose comme ça, 2010, des magnétophones automatiques sont arrivés. Ce qui est un peu étonnant, c'est que ça a un peu précédé la recherche qui est faite aujourd'hui à partir de ce matériel, qui permet d'enregistrer de manière automatique et sans être présent tous les sons qui arrivent. Ils ne sont pas sélectifs, ces magnétophones. Alors vous en avez un petit ici, ça c'est grand comme ça. Hein. L'autre est un petit peu plus grand, j'aurais dû en emmener à chaque fois, j'oublie. Et puis le dernier est encore un peu plus grand, donc en gros, plus ils sont grands, plus ils peuvent rester longtemps dehors. Et plus ils sont résistants. Et vous voyez quoi, donc on les place dans les milieux, souvent sur des arbres, souvent un peu cachés pour pas qu'ils soient vus, parce qu'il peut y avoir des actes de malveillance, et ils nous permettent d'enregistrer, encore une fois, quand on n'est pas là. Donc on les programme, on leur dit, tu enregistres tout le temps, tu enregistres que la nuit, tu enregistres que le matin, que le soir, ou de manière très régulière. Tout dépend de ce que l'on veut savoir, de la question scientifique que l'on se pose. Alors, je vais vous illustrer ce type de recherche avec, pour commencer, le suivi acoustique que l'on fait d'une forêt dans le Haut-Jura qui s'appelle le Rizou. Alors, cette forêt se situe ici, donc au centre-est de la France. On est dans le Haut-Jura, à la frontière avec la Suisse. Là, c'est la frontière. Et vous voyez ce fragment de forêt, c'est une petite forêt, 3300 hectares. On est en face de la station Les Rousses, pour ceux qui connaissent. On est dans le parc naturel régional du Haut-Jura. C'est une forêt qui est très protégée, donc dans le parc. Il y a une zone européenne de protection qui s'appelle une zone Natura 2000. Il y a une zone locale par un arrêté préfectoral. C'est une zone d'intérêt faunistique et floristique. Il y a plein d'outils de conservation de cette forêt, parce que c'est une forêt qui est très particulière par d'abord sa typologie. C'est une forêt de moyenne altitude, et on n'est qu'à 1000 mètres, mais qui est une forêt très froide. On est près de Moult, vous savez, c'est l'endroit le plus froid de France. Donc on se retrouve avec comme une forêt d'altitude ou de haute latitude, et qui est très soumise notamment au changement climatique. C'est un endroit qui est normalement très froid, et qui est habité par une faune très riche, notamment en termes d'oiseaux, et charismatique. Alors on a déjà le grand tétras. Je ne sais pas si vous connaissez cet oiseau. On en a parlé beaucoup dans les Vosges, là, parce qu'avec un projet de... Voilà, il y a
Voilà, donc il y a toute une polémique autour de la réintroduction du grand tétras dans les Vosges. C'est un oiseau qui a été énormément chassé, maintenant c'est interdit de le chasser, qui était très facile à chasser, et dont les populations sont en chute libre, notamment dans le Haut-Jura. Voilà, il reste un mouchoir de poche de cet oiseau qui est l'emblème du parc. Je vais vous faire écouter, vous allez entendre, ce n'est pas du tout le son d'un oiseau habituel avec des chants sifflés. Vous allez entendre des sons un peu bizarres, avec des battements d'ailes aussi. Ne me demandez pas comment il le fait, on ne sait pas, mais c'est bon, voilà, pour le côté assez étrange de ces sons. Non. Ah non, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Ah, ouais, mais ça, ouais. La musique contemporaine. C'est vrai. Donc vous voyez qu'il n'est pas tout seul, hein, il y a d'autres oiseaux derrière. Alors la gélinote des bois, ce qui est aussi un oiseau terrestre qui est assez gros. Et normalement, dans le monde vivant, plus on est gros, plus on fait des sons graves. Un petit peu comme c'est Hervé, hein. Enfin, quand on est violent, on fait des sons graves aussi. Et plus on est gros et violent, alors là, ça devient compliqué. Là, c'est grave. Eh bien, vous avez écouté cet oiseau. Il n'y a pas beaucoup de sons. Mais c'est très aigu. Très aigu. C'est trop fort ou pas? Vous me dites. Parce que moi, je suis derrière. Donc. Ouais. Il va revenir. Il faut attendre dans la nature. Vous voyez qu'il faut être patient aussi. À chaque fois, je me dis, c'est pas possible, j'ai pas mis le bon enregistrement, ça n'arrive pas. Voilà. Non. Le pic tridactyle, qui est un pic très particulier, très rare, 3 doigts. Donc là, on va entendre son tambourinement. Mais qui n'est pas celui qu'on entend souvent, qui est le pic épêche qu'on entend. La chouette de Tegman, qui est une chouette boréale, plutôt de milieu boréal, justement, de milieu très froid. Très joli, vous allez voir que c'est musical, en un sens. Voilà. Le brame du cerf, je le mets quand même? Oui. Allez. Non? Bon. Mais c'est toujours impressionnant. Hein. Voilà. Le loup, alors ça, moi, j'en ai jamais entendu, hein, mais le loup qui augmente. Ça, c'est enregistré dans le Jura. Toujours, enfin presque. Ils descendent? Ah oui. Ah ouais. Alors, et le lynx, est-ce que vous connaissez le... Ah. Et combien vous voyez de lynx sur la photo? Ouais. Le deuxième, j'ai mis beaucoup de temps à le voir. C'est une photo de Vincent Munier. Hein. Bah oui. En revanche, c'est un enregistrement de Boris Jolivet.
C'est beau, hein. C'est pas beau ça. Non, autant c'est un bel ami. Vous voyez que dans vos réactions, il y a à peu près les mêmes choses que ce qu'on dit sur la musique. Il y en a, vous aimez pas, c'est musical, c'est pas musical. On peut avoir une appréciation des sons comme de la musique. Voilà. Alors, cette forêt, malheureusement, est menacée, j'allais dire comme tout. Il n'y a plus un endroit qui est pas menacé. C'est un endroit qui est menacé, alors de manière un peu moindre, mais quand même par les usages qu'on en fait, parce que c'est une forêt qui n'est pas du tout isolée, qui est traversée par des routes, qui est traversée par des chemins. Donc on fait du trail, de la promenade, des courses de voiture, et par le ski. On skie beaucoup, beaucoup dans le Haut-Jura. Donc potentiellement, les humains peuvent déranger la faune de cette forêt. Elle est menacée par l'exploitation forestière. C'est une forêt qui est exploitée, où donc l'ONF coupe des arbres. Et puis c'est surtout le changement climatique qui menace, mais très très fortement, cette forêt. Alors on n'a pas quantifié, mais à chaque fois là on voit de plus en plus d'arbres secs, quoi. Ils sont morts sur place. Là j'ai pris cette photo en octobre. Et bon, c'est très très anxiogène en fait, parce que quand on est arrivé, on a commencé il y a 5-6 ans, le premier terrain il faisait moins 10 degrés. L'année dernière, l'hiver, pas de neige, quoi. Donc, ça reste des observations ponctuelles, mais on sait qu'on a des données météo qui montrent l'augmentation forte de la température qui menace très fortement cette forêt. Alors qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec le parc naturel du Haut-Jura qui nous a demandé en fait de suivre cette forêt sur le long terme pour savoir comment elle allait changer, notamment avec le changement climatique. Donc on l'enregistre, on l'écoute avec ces capteurs autonomes. Donc vous avez le magnétophone ici, on a des capteurs météo aussi, des caméras qui prennent des photos régulières de l'environnement. Tout ça est alimenté par des batteries 12 volts qui sont enterrées. C'est un peu compliqué en fait de faire la maintenance de tout ce matériel parce qu'on n'a pas accès à la forêt parce qu'elle est très protégée. Il ne faut pas déranger le grand tétras, donc on ne peut pas y aller justement en hiver. Vous voyez qu'on a des câbles, on a eu des câbles rongés, on a eu des problèmes techniques. Enfin bon, c'est assez compliqué. On enregistre 1 minute tous les quarts d'heure. Donc là, à 18h, tous les magnétophones vont démarrer, ils vont enregistrer 1 minute. On a 4 sites. On enregistre donc 140 000 fichiers de 1 minute tous les ans, ce qui fait plus de 2300 heures d'enregistrement qu'évidemment on ne peut pas écouter, donc il faut qu'on trouve des solutions techniques pour extraire des informations écologiques. Donc voilà à quoi ressemble cette forêt. C'est essentiellement de l'épicéa en son centre, hein. C'est presque monospécifique pour les arbres. Et je vais vous faire écouter le paysage sonore de cette forêt sur une journée complète, mais condensée. Donc c'est ce qu'on appelle un time-lapse. On va commencer à minuit. Vous verrez, enfin vous entendrez, toujours un biais de langage, vous entendrez qu'à minuit il ne se passe quasiment rien. Donc vous allez dire, ah, mais c'est pas, non, l'enregistrement a commencé, mais il n'y a quasiment rien. Et puis je vais vous laisser écouter. Donc on commence à minuit, c'est 2 secondes et on saute d'heure en heure. Qu'est-ce que vous avez en... c'est possible, ouais. Il y a de la pluie en tout cas, pluie et vent, ouais. Donc de la ah ouais, avion, ouais. En plus, on n'est pas très loin de Genève. On va en reparler. Ah peut-être, je sais pas si elle a la gélinote. Je sais pas. En tout cas, il y a des oiseaux. Des oiseaux. Je sais pas si vous entendez des insectes. Voilà, tout à fait. Ouais. On va avoir tous les sons qu'on va retrouver un peu dans les analyses qu'on a faites et que je vais vous présenter. Mais vous voyez qu'en 1 minute, en concentrant l'information, on a déjà plein d'informations.
On sait que la nuit, il ne se passe pas grand-chose, qu'il y a des oiseaux, qu'il y a des avions, qu'il ne fait pas beau. Bon, voilà, on a des informations qu'on peut utiliser scientifiquement. Est-ce que tu peux préciser, en fait, on est en capacité, là, vous êtes en capacité d'enregistrer un territoire de quelle étendue en magnétique. C'est pas évident parce que ça dépend de la force du son. Quoi. Exactement, c'est très difficile à estimer. Donc on a fait des expériences de propagation des sons autour de nos magnétophones pour savoir à quelle distance ils enregistraient un son de 80 décibels. Et donc on est, alors ça va dépendre de la fréquence, on est autour de, pour faire vraiment schématique, entre 100 et 200 mètres. Ça va pas très loin. Non, c'est pas très loin. En forêt, on est en forêt. Voilà, il y a des. C'est aussi, on a mis une source à 80 décibels, ce qui est à peu près la moyenne des oiseaux. Mais par exemple, un cerf, on va l'entendre, on va être de l'ordre du kilomètre. Alors oui, la hauteur doit jouer, mais nous on a tout mis à la même hauteur. Nos magnétophones sont tous à la même hauteur. Donc c'est très difficile. Voilà, c'est de cet ordre-là. Alors, on est dans la centaine de mètres plutôt. Donc, on a analysé d'abord les paysages sonores, ce dont je vous définissais tout au début, de cette forêt, en essayant de suivre la biophonie, qui est essentiellement composée d'oiseaux, d'insectes et de mammifères, la géophonie, essentiellement de la pluie et du vent, et la technophonie, essentiellement des avions. Donc, on a fait un système de reconnaissance automatique par un tout petit système d'intelligence artificielle très simple, mais qui a bien fonctionné. C'était le projet d'un master d'Eli Kleinfeder. Et en détectant automatiquement dans nos enregistrements s'il y avait des avions, s'il y avait de la biophonie, du vent, de la pluie ou rien, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à entendre, nous, ou qu'on n'arrive plus à distinguer quand on transforme le son en image, donc ce qu'on a appelé du silence, sur un an, sur une année complète, on avait dans 75% de nos enregistrements, il y avait des avions. Donc le son dominant de cette forêt ultra protégée, ce sont les avions. Après, on avait de la biophonie, 40%, ce qui est beaucoup quand même, puis du vent, 35%, de la pluie, et puis 12% du silence. Ça, c'est l'image globale. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, notamment en fonction des mois de l'année, alors on a commencé l'expérience au mois d'août, vous avez le pourcentage par mois de fichiers avec, ici, des avions. Alors, voilà l'avion, et c'est pas le premier. Vous voyez que c'est à peu près constant toute l'année. On a jusqu'à 80% de nos enregistrements avec des avions. La biophonie, vous voyez qu'on a un profil temporel attendu, c'est-à-dire que quand on a commencé au mois d'août, il y avait pas mal de sons, puis l'automne, ça diminue, c'est un creux au mois de janvier, puis ça remonte au printemps, et le pic est au mois de juin. C'est un hélicoptère. Voilà. Donc vous le reconnaissez vite. Nous, on apprend à des systèmes à reconnaître entre hélicoptère et avion, justement. Bon, après, le vent, la pluie, c'est pas forcément très, très intéressant. Le silence, on n'en a pas beaucoup toute l'année. Ce que vous appelez biophonie, c'est uniquement les expressions vocales ou c'est aussi des bruits de marche? Non. Tout à fait. C'est des sons intentionnels de communication. Donc là, c'est essentiellement les chants des oiseaux. Parce que dans ce paysage sonore, il y a essentiellement ça. Oui, tout à fait. Si on regarde la même chose en fonction de l'heure, vous voyez que... Wow. C'est sûr. C'est de la technophonie, c'est la définition du bruit. C'est-à-dire que c'est un son qui va nous empêcher de faire quelque chose, ici de communiquer, et qui va nous stresser. Et donc là, vous avez les avions. Vous voyez que au plein cœur de la nuit, c'est là qu'il y en a le moins, mais c'est quand même quasiment dans un quart des enregistrements, on a des avions. Et puis paf, avec le lever du soleil, ça monte. Et vous voyez que vers midi, on est à 95%, c'est-à-dire que il y a quasiment tout le temps des avions, en fait. Ils enchaînent les uns après les autres. Et la biophonie, donc essentiellement, encore une fois, les oiseaux et puis les insectes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça suit quasiment le même profil temporel que les avions. C'est-à-dire que ce sont des animaux essentiellement nocturnes et ils se lèvent en même temps que nous. Sauf qu'on sait que le bruit des avions impacte sur la vie des autres êtres vivants, notamment des oiseaux. Donc potentiellement, on a une source de pollution sonore. Je reviendrai sur cette notion de pollution sonore après, sur le vivant ici. Et puis le silence, c'est quand il n'y a ni avion,
finalement, ni biophonie. C'est donc essentiellement la nuit, comme on a pu l'entendre dans le time-lapse. Donc au final, pour conclure, c'était une description un peu grossière, mais qui nous a permis de mettre quand même le doigt sur une forme de pollution qui impacte ce milieu qui est considéré comme en fait très protégé, assez intact au sol, mais par les airs, il est très pollué. En effet, parce qu'on a Genève à côté, qui est un des plus gros hubs de France, et Lyon aussi. J'avais fait une conférence et il y avait un contrôleur aérien qui m'a dit « Ah, mais moi je travaille à Lyon, et voilà, tout le monde passe là. » Ça m'est arrivé, paradoxe, de survoler le Jura. Voilà. Alors après, c'est le paysage sonore, c'est un peu la grande entité écologique qui prend tous les sons, mais on peut s'intéresser à des sons un petit peu, à des unités écologiques un peu plus précises, qu'on appelle notamment les communautés acoustiques, notamment celles des oiseaux. C'est-à-dire c'est l'ensemble des sons produits que par les oiseaux. Je ne vais pas vous faire réécouter. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce petit oiseau. C'est quoi? Ah bon? Ah bon, d'accord. C'est le troglodyte mignon. Mais il est mignon, et il est tout petit, et il a un chant très fort et assez aigu. Et il n'est pas dans l'enregistrement, je crois pas. Il est petit mais costaud. Voilà. Là, c'est vraiment le cœur d'oiseau du matin. Quand il n'y a pas d'avion. Donc voilà. Bon. J'ai d'autres sons, vous inquiétez pas. Donc là, on va essayer de suivre la communauté d'oiseaux d'une manière un petit peu différente, pas avec de l'intelligence artificielle, mais avec des systèmes d'analyse du son. En fait, et paradoxalement, on transforme le son en image. Ici, vous avez un son d'1 minute. Donc là, l'axe horizontal, c'est le temps, 60 secondes, et l'axe vertical, c'est la hauteur des sons. Donc des sons graves en bas, des sons médiums au milieu et des sons aigus en haut. Donc là, on a essentiellement des oiseaux. Et en fait, l'idée, c'est d'aller détecter les sons émergents qui sont devant, qui sont proches du microphone de manière automatique, et de compter ces sons, de compter la surface qu'ils occupent aussi dans cette image. Et ça nous donne indirectement une indication sur l'activité sonore de cette communauté d'oiseaux. Et comme ça, on peut les suivre sur toute l'année. Par exemple, là, vous avez 2 années où vous avez sur l'axe horizontal, c'est l'heure. On commence à minuit, on finit à minuit. Et l'axe vertical, c'est les semaines de l'année. Donc, on commence en janvier, on finit en janvier. Et vous voyez que quand ça s'allume en violet, on a de l'activité de ces communautés d'oiseaux. Et donc, l'idée, c'est on voit... Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez une forme générale en fonction de l'année? Ouais. Hein, on suit, en fait, le coucher et le lever du soleil. Vous voyez là? Là, on arrive au printemps, avec les jours qui se rallongent, qui allongent. Et donc, on a une image comme ça, très condensée, d'une partie du paysage sonore, et que l'on va comparer année après année pour voir s'il y a des décalages qui se mettent en place ou pas avec les données météo. On peut aussi suivre de manière plus précise, au cours de la journée, cette activité du chœur, enfin des oiseaux, qui chantent, vous savez, surtout le matin. Hein, maintenant, ça commence déjà à finir, hein, on est au mois de juin, mais avril, mai, ça dépend où vous êtes. Très actif le matin, ça vous réveille le matin, et le soir aussi. C'est l'activité en vert, hein, avec 7 indicateurs acoustiques. Et donc là, pareil, on va voir s'il y a des décalages en fonction de la température. Donc on a indirectement un outil pour suivre l'activité d'une communauté sonore. On le fait aussi sur les insectes. Ces forêts sont trouées par quelques endroits par des clairières à gentianes. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez les gentianes, si vous connaissez les gentianes, j'imagine, pour l'alcool, entre autres. Voilà. Et on a ces clairières qui sont occupées par beaucoup d'insectes, et on est en train de décrire aussi les communautés sonores de ces clairières, d'essayer d'estimer la diversité liée surtout aux insectes qui occupent ces clairières. Je vais vous faire écouter, donc en utilisant ces petits magnétophones. Ouais, écoutez.
Voilà, donc un environnement sonore complètement différent, peut-être difficile parce que tu es plus aigu, tu es plus faible. Et donc vous voyez vous entendez que ça n'a rien à voir avec les oiseaux, et donc il faut trouver d'autres outils pour travailler, pour étudier ces communautés sonores d'insectes. Donc là, je ne vous montre pas le détail, mais on a travaillé sur les rythmes, pas sur les images sonores, mais sur les rythmes, parce qu'ils se distinguent beaucoup par leur rythme. Donc on se retrouve avec quelquefois des outils qui dérivent de la musique sur le suivi des tempi ou des rythmes. Et là, on peut suivre l'activité de ces communautés en fonction de l'heure, un petit peu comme on l'a fait pour les oiseaux. Là, c'est sur 5 sites. On est en train d'analyser ces résultats, savoir s'il y a des différences entre ces clairières. Est-ce que ces clairières sont des répétitions les unes des autres? Est-ce que garder une seule de ces clairières, parce que ces clairières sont artificielles, elles sont liées au broutage en fait par des moutons. Est-ce que si on les laisse se refermer, on perd de la biodiversité? Si j'en garde qu'une, est-ce que c'est la même chose que d'en avoir 10? C'est important pour la gestion aussi écologique de cette forêt. Alors on peut descendre au niveau des populations, donc on va se concentrer sur une espèce. Par exemple sur ce grand tétras dont je vous ai déjà fait écouter le chant, dont la population est en train de décliner, et pour l'instant le seul outil qui existe, ce sont des ornithologues qui viennent en fin mars, début février, qui passent une nuit dans le froid de la forêt et qui vont observer manuellement, j'allais dire, directement cette population, essayer d'estimer le nombre d'individus. On est sur 10-15 individus, hein, c'est vraiment... voilà. Mais il y a potentiellement un dérangement. Donc l'acoustique peut être très utile parce qu'on peut enregistrer ces oiseaux sans être là. Donc on place des magnétophones depuis 5 ans sur ces places de chant où paradent ces animaux. Donc on accumule pour l'instant les sons, et il y a une doctorante qui est en train de travailler sur un système automatique d'identification, de reconnaissance de ces oiseaux pour qu'on puisse suivre la population sans aucun impact sur elle. On fait la même chose sur cette chouette que je vous ai fait écouter tout à l'heure, cette chouette de Tegmal, la chouette boréale. Et là, on a les résultats qui arrivent où vous avez l'activité de cette chouette qui a été détectée automatiquement par un travail fait par Félix Michaud, qui est doctorant au laboratoire, par un système d'intelligence artificielle. On va essayer de détecter automatiquement ces oiseaux donc sans l'écoute, sans écoute humaine. Hein. Et voilà, on arrive à avoir, quand ça s'allume, c'est qu'il y a des chouettes. Donc c'est l'heure sur l'axe horizontal, les mois sur l'axe vertical, et puis on a 3 colonnes pour 3 années. Et on s'aperçoit, quelque chose qu'on savait, hein, mais qu'on peut quantifier, là, qu'elle est essentiellement active la nuit pendant l'hiver, printemps. Et vous voyez qu'il semble, et c'est quelque chose qu'on doit confirmer, qu'il y ait des périodes, en fait, qu'elle soit active qu'un an sur 2. On est en train d'avoir 2024, on n'a pas encore les données de 2024, mais c'est aussi quelque chose qui semble être connu. Donc on peut suivre ces populations, encore une fois, juste par le son, ça peut donner des informations utiles aux gestionnaires de ces milieux. Après, on peut aussi étudier des fonctions écologiques, pas spécialement des populations, mais des sons qui vont représenter des fonctions dans le système écologique, ici forestier. Vous savez, on en a parlé, des bourdons, des abeilles, ce sont des pollinisateurs. Quand ils se déplacent, quand ils volent, ils produisent des sons. Il y a énormément de questions, vous le savez, sur ces insectes, parce qu'ils rendent des services, mais c'est pas que pour ça, mais ils rendent des services aux humains et surtout aux plantes, puisqu'ils les pollinisent. Et donc on veut savoir quand est-ce qu'ils sont là et où ils sont. Par le son, on peut potentiellement le faire. Donc c'est ce qu'on a fait dans cette forêt, en suivant le bourdonnement des insectes. Puis on a fait aussi pour une autre fonction écologique qui est liée au pic. Je vous ai fait écouter le pic tridactyle, c'est un son très particulier de martèlement. Ces pics ont un rôle important dans l'écologie de cette forêt parce qu'ils creusent des trous, comme vous le savez, pour leur nid. Mais ces trous servent aussi à d'autres oiseaux, notamment la chouette boréale. Ils mangent des insectes qui, eux, qui peuvent impacter les arbres, notamment en disséminant des champignons. Ce sont de très bons indicateurs des autres oiseaux, c'est-à-dire que si vous avez des pics, normalement vous avez d'autres oiseaux. Donc leur son, leur présence est aussi un bon indicateur pour les gestionnaires. Donc on a fait pareil des systèmes d'intelligence artificielle pour les suivre. Alors bon, je ne vais pas aller rentrer dans le détail, mais pareil, on a des images annuelles comme ça, on sait quand est-ce que potentiellement les insectes qui bourdonnent et qui pollinisent sont là, et quand est-ce que les pics sont là, et on va voir année après année si ça change. Juste pour
mettre ça en relation avec la météo et par conséquent le climat de cette forêt, vous avez ici le nombre de détections de bourdonnement d'insectes en bleu, donc c'est autour de 20 degrés. Et ce qui est en gris, c'est la température de la forêt, en fait. C'est ce qui est disponible pour ces insectes. Et vous voyez que c'est décalé. C'est des insectes qui ne peuvent pas réguler leur température de manière physiologique, ils ont besoin qu'il fasse chaud pour voler. Et donc finalement, c'est une forêt froide, on le sait, il n'y a pas beaucoup de temps en fait pour eux pour voler. Si cette forêt augmente en température, en fait, l'effet il serait plutôt peut-être bénéfique pour ces insectes, parce qu'ils auront plus de fenêtres de temps où il fera chaud et pourront voler. En revanche, quand on regarde les pics, on s'aperçoit que c'est en rouge, là, leur activité est vraiment collée à la température disponible dans la forêt. Si cette température augmente, se décale vers la droite, il va faire trop chaud pour ces pics. Et donc là, ça peut impacter les pics. Alors là, on regarde que la température. Si on regarde l'humidité relative, l'ensoleillement, on peut avoir aussi des informations congruentes ou pas congruentes. Donc c'est compliqué. Mais potentiellement, vous voyez qu'en écoutant, on peut peut-être avoir des informations sur ce qui va se passer pour ces fonctions écologiques et pour ces animaux. Alors, au laboratoire, on essaie aussi d'avoir une recherche interdisciplinaire qui ne va pas se concentrer que sur l'écologie. On essaie d'établir des connexions, notamment avec la psychoacoustique. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais sur comment on perçoit, nous, tous ces sons naturels. Mais on essaie d'établir des ponts avec la musique, donc ça va faire écho avec la présentation d'Hervé. Alors notamment avec une thèse qui vient de se finir, celle d'Adèle de Baudouin, qui avait le rôle un peu de faire la connexion entre ce que l'on fait, ce qui s'appelle de l'écoacoustique, on fait de l'écologie par le son, et l'électroacoustique, qui est à la fois un genre musical et puis aussi une discipline en musicologie, qui consiste à produire de la musique à partir de sons enregistrés, sans utiliser d'instruments construits par l'homme, et de restituer cette musique par aussi des instruments électriques ou électroniques, donc typiquement par les haut-parleurs. Donc là, vous voyez Adèle qui est dans le RISU et qui enregistre. Elle a eu le défi, en fait, de faire à la fois de la science, de l'écologie, et puis de la musique. Pour sa partie science, elle a développé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une visualisation des paysages sonores sous la forme de ces graphiques circulaires qui représentent ici la structure d'un paysage sonore. Alors c'est sur une seule journée dans le RISU, mais qui va construire automatiquement différentes parties sonores. C'est sur le spectre, sur les fréquences uniquement. Et vous voyez qu'elle détecte la nuit, de 22h jusqu'à 4-5 heures du matin, puis qu'après on a le chœur des oiseaux le matin, et puis le paysage sonore de la journée. Le défi, c'était d'essayer de trouver une manière graphique de représenter ces paysages sonores, à la fois pour l'écologie et pour la musique. En électroacoustique, il n'y a pas de partition. Donc, mais il y a une demande de visualiser ces œuvres. Et donc, elle a utilisé cette représentation aussi pour des créations électroacoustiques, comme cette composition de Luc Ferrari, qui est un compositeur français, qui a composé notamment cette œuvre Presque Rien, qui se construit autour d'enregistrements, on le voit là avec son magnétophone, fait dans un paysage méditerranéen. Et il construit ce qu'on appelle un paysage aussi sonore mais musical à partir de ces enregistrements. Et en appliquant la même technique, elle retrouve les trois parties voulues par Luc Ferrari, qu'il a écrites. Il n'y a pas de partition encore une fois, mais c'est écrit. Et vous voyez ces trois parties là en jaune, je ne sais pas quelle couleur, et violet. Bisque et violet. Donc elle a réussi à trouver un bon outil pour à la fois l'écologie et la musicologie. Et puis, comme elle est musicienne, elle a aussi créé des œuvres sonores à partir de ce territoire du Jura, où elle est allée enregistrer, alors elle très précisément, elle a utilisé aussi nos enregistrements automatiques, mais elle a travaillé comme un photographe va travailler en allant chercher des sons spécifiquement dans des endroits particuliers. Là, je vais vous faire écouter un extrait de ce qu'elle a composé à partir d'enregistrements essentiellement d'écoulement d'eau ou d'enregistrements faits sous l'eau.
Donc c'est une pièce électroacoustique, donc on n'est pas du tout dans une composition classique de musique occidentale classique. Ça peut être un peu étrange. Je vais vous faire écouter. On va prendre un petit peu de temps d'écoute. Ça dure presque 3 minutes. Vous allez voir que c'est... Je vous laisse écouter. Et vous allez écouter, pardon. Oui, c'est inattendu. Et elle accompagne ça donc de représentations graphiques qui sont des représentations graphiques scientifiques en musicologie ou en écoacoustique. Voilà, alors ça c'est qu'une forêt. Le problème c'est qu'elle n'est peut-être pas représentative de toutes les forêts de France. On est près de Genève, c'est un cas particulier, c'est une forêt froide, c'est un cas particulier, etc. Donc ce que l'on a lancé cette année, c'est qu'on est en train d'enregistrer plus de 100 forêts en fait en France. Donc ils couvrent à peu près toute la forêt, pas beaucoup dans le coin. Non. Alors, parce qu'on est dans les forêts publiques. Et pour l'instant, on travaille sur des forêts publiques protégées. Donc, on reste dans avec des outils de protection publique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas étendre après aux forêts privées, voire plus. C'est ce projet Sono-Silva qu'on est en train de faire avec l'Office français de la biodiversité pour savoir un petit peu si c'est un cas particulier ou pas. Quelle est l'importance notamment de la technophonie dans ces paysages sonores, dans ces aires qui sont censées être protégées, quelle est la diversité de ces forêts, quel est le lien avec leur structure, avec leur position latitudinale, avec le climat. Et donc, un des objectifs, c'est d'essayer d'estimer ces pollutions sonores. J'utilise intentionnellement le terme de pollution parce que les sons de la technophonie, essentiellement, sont des agents toxiques pour les autres êtres vivants et pour nous-mêmes. On le sait beaucoup pour nous-mêmes. Il y a énormément d'études sur les effets du bruit sur notre physiologie, sur notre santé, sur notre état psychologique, émotionnel. Ça crée des troubles auditifs directement, ça génère du stress, de la gêne, de la fatigue, ça perturbe notre sommeil, ça empêche les apprentissages, le travail, ça induit
des maladies cardiovasculaires, endocriniennes, immunitaires, etc., etc. Donc, c'est en fait la deuxième pollution après la pollution chimique, qui est complètement... Enfin, on n'en parle quasiment jamais, mais c'est un rapport de l'ADEME, clairement quantifie ça. C'est un problème de santé. Et chez les autres êtres vivants, nous ne sommes pas seuls. C'est exactement la même chose, et plus, ça a été démontré, ça induit des excès de dépenses énergétiques, ça altère le comportement des animaux, ça fait baisser le succès reproducteur, ça implique des déplacements de population. Les effets sont multiples. Ils peuvent... par effet cascade, en fait, impacter tout un écosystème avec des perturbations dans les liens entre les proies et les prédateurs, ce qu'on appelle les réseaux trophiques, perturber les liens de symbiose, de pollinisation, de dispersion des graines, etc. Et tout ça, c'est pas estimé. Parce que le coût social du bruit, de la pollution sonore sur nous, parce qu'on s'intéresse surtout à nous, c'est 147 milliards d'euros par an. C'est le coût social. Donc ça inclut tout. De la santé, la perte de valeur d'un bien immobilier parce que vous êtes en bout de piste. Non, la France. La France. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et sans estimer les coûts sur les autres êtres vivants. Et si on veut tout ramener encore à nous, ce qui impacte les autres nous impacte après par effet boomerang. Donc, voilà, bon, c'est un peu la formation négative. Mais, à l'inverse, les chants des oiseaux, les chants des grillons qu'on est en train d'entendre, à l'inverse, eux nous font du bien. Alors on a vu que la musique pouvait faire du bien aux rats, mais peut-être que les chants des rats, les souris font des ultrasons, on ne les entend pas. Mais les chants des oiseaux, on le sait par des expériences, alors surtout en laboratoire, mais maintenant ça arrive aussi un petit peu par des expériences dehors, dans la nature, nous font du bien. Ça améliore notre état émotionnel, ça améliore nos performances cognitives, ça fait baisser les sensations de douleur, ce qui se marque notamment par des variables physiologiques, baisse de la pression artérielle, on parlait de pression artérielle tout à l'heure chez les rats. C'est la même chose, je pense que les effets en fait, de la musique et les effets des sons de la nature sur notre vie, sur notre physiologie, notre santé sont à peu près les mêmes. Donc il y a un gros déséquilibre. Nous, ce que l'on fait, ça impacte négativement les autres êtres vivants, mais eux, les sons qu'ils produisent ont plutôt un impact positif sur nous. Alors, les grenouilles, ça peut agacer. Ah, oh non, pas les cigales. Le coq le matin qu'un oiseau. Alors voilà, toute une question. Non, mais voilà, c'est une image générale, mais chaque son peut devenir un son intéressant qui nous fait du bien ou un bruit qui va impacter notre santé. Et en effet, encore une fois, on met Mozart à fond ici, ça va devenir désagréable. Et si les grenouilles sont tout le temps là, je comprends aussi que ça puisse être désagréable. Maintenant, voilà, c'est une histoire aussi de tolérance aux autres, à ces sons de coq. On parle, c'est coq, cigale, grenouille, hein, c'est les trois qui ressortent. Les chiens, mais les chiens, est-ce que c'est sauvage, pas sauvage, hein, c'est quand même souvent les propriétaires qui les gèrent peut-être pas très bien. Donc tout ça, c'est une histoire en effet de contexte et d'expérience, de sensibilité. Vous avez raison, ça peut aussi être agaçant. Mais, alors on en a parlé, pendant le confinement, on a redécouvert ces sons. Hein. Et on avait fait une tribune dans Le Monde, il y avait ce dessin de Plantu, que je trouve très poétique. On avait redécouvert le chant des oiseaux. Point. Et alors, il n'y avait pas plus de chants d'oiseaux, ils ne chantaient pas plus, au contraire, parce qu'ils étaient moins gênés par nos activités. Mais en revanche, on les entendait plus parce qu'il n'y avait plus ce bruit de fond et parce qu'aussi on était disponible. On était là. Alors, on avait plus ou moins de sons autour de soi, c'est plus ou moins facile, évidemment, mais on avait un peu plus de temps pour les écouter. Alors l'idée c'est, voilà, et vous, quel est notre rapport au son de la nature? On en parlait à midi, on prend énormément de photos, on prend énormément de films, de paysages, peut-être d'animaux, d'oiseaux, de plantes, mais est-ce que vous enregistrez quelquefois? Oui. Ah bon. Mais en fait je suis étonné parce qu'à chaque fois je pense que c'est non, et puis non, en fait, ouais. Ouais. C'est quand même plutôt rare qu'on ne fasse qu'enregistrer. Des sons. Hein, mais je sais. Nous sommes un échantillon représentatif. Nous ne sommes pas un échantillon représentatif, peut-être.
Mais je ne sais pas ce que serait un échantillon. Mais oui, mais... Je vois pas ce que tu veux dire. Donc, voilà. Et l'idée, c'est que on a évidemment de très bons appareils photo là-dedans, de très mauvais micros, mais quand même, on peut les utiliser pour enregistrer. Et en fait, l'idée, c'est peut-être pas forcément de faire un bel enregistrement comme on ferait une belle photo, mais le fait d'enregistrer va changer votre posture à votre environnement. Pardon ? C'est une question d'écoute. Et l'enregistrement, en fait, oblige à l'écoute, il oblige à changer son comportement. C'est-à-dire qu'il ne faut plus bouger et il ne faut plus parler. Et ça, c'est très dur. Et dès qu'on est deux, voilà, on raconte sa vie et blablabla, et moi machin. Et on est hyper communicant et on est hyper mobile. Et ce sont deux sources de son continues. Donc, bon. Mais c'est possible et je vous invite à le faire. Il y a aussi, je ne sais pas si je le mets, il y a des applis qui fonctionnent bien pour enregistrer et aussi pour reconnaître automatiquement les oiseaux. Alors c'est vrai qu'il faut être connecté. C'est le problème, ça ne fonctionne pas partout. Mais si vous voulez découvrir le chant des oiseaux, ça marche, ça fonctionne bien. Alors il ne faut pas se mettre... Vous êtes des avions. Bah non, il n'y a pas besoin. Entre Boeing et Airbus, ça existe. Et d'habitude, on n'en a pas. Ah mais là, c'est extraordinaire. Alors c'est quand ? C'est des effets spéciaux. Ah ouais, non, je sais pas, mais... Et alors, Et pourquoi pas l'enregistrer ? Exactement, c'était quasiment ma diapo suivante. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Alors, bon, si vous voulez découvrir d'autres sons, on a une collection du muséum, qui est une collection patrimoniale, qui est accessible à tout le monde. C'est la seule collection du muséum où vous pouvez tous y aller, sonothèque.mnhn.fr. Vous avez, je ne sais pas, 25 000 sons qui viennent du monde entier, identifiés. On sait quel oiseau, quel amphibien ou insecte sont dans ces enregistrements. C'est pas très quoi ? Ouais. Alors, en fait, c'est très biaisé par l'histoire française. Regardez où on est. Hein. Donc voilà. Bon. Mais bon, il y a quand même beaucoup de sons qui sont des sons d'experts. Voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez écouter. Certains, vous pouvez télécharger en haute ou en moyenne qualité. Le paradoxe, c'est qu'on fait de la recherche sur le son. On fait de la recherche sur l'écologie, qu'on a envie de protéger, sur la biodiversité, mais qu'évidemment, on fait de la recherche, donc on bouge. Et je vous ai parlé du Haut-Jura, mais il nous arrive d'aller un peu plus loin. Et la question, c'est est-ce qu'on doit aller un peu plus loin ? Est-ce qu'on doit prendre des avions ? Est-ce que quand je prends un avion, je pollue chimiquement, je pollue acoustiquement, je passe au-dessus du Jura. Et là, c'est un exemple en forêt tropicale cette année, et on a pris l'hélicoptère. Et enfin, voilà, quel sens ça a de prendre cet hélicoptère ? Et le son de l'hélicoptère est fascinant. Et quand l'hélicoptère arrive qui repart, tout le monde enregistre. Ah ben ouais. Voilà. Donc, l'idée aussi, c'est qu'évidemment, tous ces sons peuvent être intéressants. Et ils ont été beaucoup utilisés en musique concrète, notamment Pierre-Henry et Pierre Schaeffer. Donc voilà, c'est pas exclure tout ça, d'essayer de dire tout ce qui sont des machines est mauvais, tout ce qui sont des oiseaux et des animaux est bon. Mais le problème, c'est qu'on sait que quand même, ça impacte notre santé. Et que donc voilà, si on pouvait rééquilibrer, parce que c'est toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire qu'on écrase tout. C'est-à-dire qu'on arrive avec nos grosses machines et puis on s'en fout un peu du reste. Et on arrive dans une forêt, on parle, on crie, on a des enceintes portables. Et on oublie qu'il y a d'autres aussi qui ont besoin d'espace sonore. Dans 2000 ans, on aura des gros oiseaux. C'est-à-dire Pour lutter contre les Peut-être. Et puis, voilà, après j'ai d'autres sons si vous voulez. Oui. J'ai une question qui me préoccupe. Est-ce que vous avez fait une étude des gens comment les gens qui sont sourds peuvent percevoir tous ces bruits de la nature? Eh ben, c'est un projet qui est en cours à l'ENS, l'École normale supérieure à Ulm. Alors on a un projet sur la psychoacoustique. Comment on perçoit ces sons de la biodiversité ? Est-ce qu'on est capable de les quantifier, d'énumérer, dire ici il y a plus de sons ? Et on est en train, enfin c'est pas moi, c'est Christian Lorenzi, son équipe, qui vont travailler sur ça. Et notamment sur l'aide auditive, l'appareillage auditif qui n'est fait que pour la voix quasiment. Ce qui est logique, c'est pour recommuniquer. Mais
pas du tout dirigé vers les sons des environnements. Et donc, on va tester tout ça. Alors, quitte à l'élargir vers la chauve-souris, par exemple. Voilà, on peut. Alors, ça irait bien loin, mais pourquoi pas? On peut être des animaux augmentés grâce à des appareils. Et c'est vraiment une audition augmentée. On peut écouter dans l'eau avec des hydrophones et on peut écouter les ultrasons avec des appareils adaptés. Moi, je suis un chouïa de pub quand même. Et 2 petits livres. Un qui s'appelle Le son de la Terre, qui était des chroniques que j'avais faites à La Terre au carré, dont vous avez dû entendre pas mal parler ces jours-ci. Et Histoire naturelle du silence, chez Actes Sud. Et puis je referai des chroniques cet été pour France Inter dans le temps d'un bivouac avec Daniel Fievé. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Nous sommes refuge LPO Ah, et qu'on va pouvoir c'est bien. entendre beaucoup d'oiseaux chez nous. On a des martinets Ouais. qui sont rares et qui sont liés au château. Ah ouais. Je ne sais pas exactement quel est le son qu'émettent les martinets. Ah bah c'est des petits cris aigus que vous reconnaissez tout de suite et c'est tout de suite. Enfin pour moi c'est l'été, c'est les villages, c'est un symbole, c'est ce qu'on appelle alors c'est en anglais, une marque sonore d'un paysage. Voilà, c'est les martinets, comme les cigales qui représentent la Méditerranée. Ici, je ne sais pas s'il y a des sons très très spécifiques à l'Anjou, mais enfin à l'Anjou, non, on est en Touraine, pardon. Même pas. Ah bon, ok. Ouais, bon, ah d'accord. Mais le long de la Loire, il y a quand même beaucoup d'oiseaux marins, des sternes, des mouettes. Est-ce que vous avez une ambiance favorite? Alors une ambiance favorite. On me pose souvent la question et pas vraiment. Alors j'ai plusieurs ambiances qui sont plus ou moins intéressantes, enfin plus ou moins intéressantes, plus ou moins riches. Je ne sais pas si ce que vous voulez écouter. Il y a Équateur, Guyane, Ouganda, Koweït, j'ai pas, Corée du Sud, Russie. Bah si. Bah je vais vous faire écouter là aussi. Fallait pas le dire. Non, je vous raconte l'histoire. J'ai un étudiant, il s'appelle Simon Targovla, qui est venu en 2016-2017. Il m'a dit moi, je veux aller en Russie. Je dis non, moi, non, tu vas pas. J'ai pas de collègues. C'était avant la guerre, mais j'ai pas de collègues. Je sais pas comment y aller. C'est compliqué. Non, je veux aller en Russie. Il est allé. Donc, j'ai prêté du matériel et il est allé dans cette forêt boréale qui ressemble un peu à notre forêt du Jura, finalement. La forêt de Petchora, très long voyage, très éloigné, aucune technophonie, aucun avion, que des oiseaux. Je vais vous faire écouter un enregistrement à 3h du matin. Vous entendez l'écho dans le martèlement. 3h, chez nous il fait pleine nuit. Voilà. Et là-haut il fait jour. Donc on est en train d'étudier ça. Mais vous avez un superbe son avec ces 2 pics qui se répondent et on entend toute la forêt avec l'écho en fait. L'écho représente l'espace de la forêt. Je vais vous faire écouter d'autres choses quand même pour un peu de diversité. C'est pas extraordinaire. L'Ouganda. Ouais, je vais vous faire écouter. Allez, l'Ouganda, puis après je reviendrai. C'est très beau. Oui. C'est un pays magique. Chimpanzés qui se battent, là. Ils se chassent. C'est extraordinaire. Ouais, c'est chez Sabrina Krief, ouais. À Sebitoli.
Alors ça, c'est un peu particulier. J'ai eu la chance d'aller en Corée du Sud, travailler avec des collègues coréens de l'université d'Ewa pour femmes, Woman University, mais à la frontière avec la Corée du Nord. La zone démilitarisée. Alors la zone démilitarisée, il y a deux zones. Il y a la vraie zone démilitarisée qui est hyper militarisée, bien sûr, c'est la DMZ. Et là, on ne rentre pas. Mais c'est vraiment un lieu de préservation de la biodiversité parce que finalement, il n'y a que des militaires et il n'y a aucune construction. Donc il y a une biodiversité très riche, ça fait une bande toute verte si vous allez sur Google Earth. Et un peu en dessous, enfin, sur 5 km de large, il y a la CCZ qui est la zone civilian zone. Où il est difficile d'entrer. C'est moins restreint, mais il n'y a pas d'habitation ou très peu d'habitation. Il y a de l'agriculture, comme vous pouvez le voir. Enfin, on ne le voit pas très bien là, mais il y a des rizières, des cultures de ginseng. Mais donc, c'est quand même un milieu qui est très protégé aussi. Et l'idée, c'était d'aller voir si il y a des paysages sonores différents, finalement, dans cette CCZ. Et donc là, vous avez un enregistrement donc, fait par l'université. Qui est pas extraordinaire acoustiquement, mais qui symboliquement est très fort parce que c'est un enregistrement en pleine nuit dans cette zone où là il n'y a plus personne, quoi. Donc personne n'écoute ça finalement. Il n'y a pas d'avion parce que le survol est interdit. Il n'y a que des missiles qui passent au-dessus. Voilà, c'est juste ça. Et donc voilà, vous allez entendre un hibou et puis des grillons. Ça ressemble un peu à ce qu'on a ici. S'il veut bien partir. Ouais. Alors c'est un endroit qui est compliqué pour travailler parce qu'en fait, tous les bois, les forêts sont minés. Et au début, on disait on va travailler dans les forêts. Et en fait, non, il y a des signes partout avec écrit interdit mine. Et bon, au début, ouais, c'est bon, on peut y aller. Puis en fait, non. Non. Non, quand même pas. Mais on est passé à côté. Moi, je suis passé à côté de ça. J'ai rien vu sur le chemin. Voilà. Donc, faut quand même, faut faire attention. Il reste des mines. Alors, on va écouter. Alors, Tchernobyl, alors moi, j'ai pas travaillé dessus, mais j'ai des collègues qui ont travaillé dessus, qui ont mis des enregistreurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont à étudier, tester, mais bon, évidemment que maintenant, acoustiquement, surtout qu'il y a un retour de la faune, très très important, et puis il n'y a plus d'activité humaine, donc potentiellement une diversité sonore très riche. Alors on va en forêt tropicale au Noura, qui est une station de recherche du CNRS, et je vais vous faire écouter, je ne sais plus trop, un enregistrement à 6h du matin, 6h40 du matin. Je vais baisser un peu. Vous entendez le dernier son là? Ça c'est un tinamou, c'est un oiseau terrestre qu'on essaye aussi de suivre automatiquement. Les gros sons là, vous savez ce que c'est ou pas? Non? Singe-hurleur. Singe-hurleur. Ouais. Singe-hurleur, on a entendu des oiseaux, des amphibiens, beaucoup d'insectes, beaucoup d'activités. Après il y a aussi un peu une sorte de carte postale de la forêt tropicale. On a l'impression que ça grouille de partout, c'est pas toujours vrai. En pleine journée, c'est assez calme, mais il y a toujours des insectes en tout cas qui stridulent. Voilà. Est-ce que vous avez des enregistrements du lac
Moi, non. Ah, alors, des enregistrements de lacs avec la glace qui craque, on en a. Moi, j'en ai pas fait, mais ça se fait beaucoup parce que pour moi, c'est les plus beaux sons. C'est extraordinaire. Alors, j'en ai pas. C'est malin de dire ça, mais je pourrais chercher tout à l'heure, je ferai écouter. Pas du lac Baïkal, mais de lacs dans le Jura, dans les Vosges. Et donc, parce que la glace en craquant, en cassant, ça crée une impulsion sonore. Et le son dans la glace ne va pas se propager de manière homogène selon les fréquences. Et ce sont les fréquences aiguës qui se propagent plus vite c'est étonnant, mais que les fréquences graves, et ça fait des glissandos. Et alors là, on est vraiment dans l'électroacoustique direct, il n'y a rien à faire, quoi. C'est extraordinaire. Et si je veux un silence absolu, je vais où? À part sur la Lune. Alors, est-ce qu'on est sûr du silence de la Lune? il n'y a pas d'atmosphère, donc, mais sur Mars, il y a des sons. Sur Mars, Ça n'existe pas, puisqu'il y a même la respiration, exactement. Tous les sons du corps. Le son absolu, si on se réfère à l'échelle de décibels, c'est 0 décibel. Le 0 décibel est défini en fonction de l'oreille humaine, donc c'est notre seuil d'audibilité à 1000 Hz. En fait, c'est un petit peu en dessous. Et ça, donc c'est pour nous, on en percevrait. Alors c'est une définition complètement anthropocentrée, mais comme toujours. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, est-ce que il y a un endroit où on a du 0 décibel dehors? A priori, non. Il y aura toujours un peu de déplacement d'air. Et puis nous, puisqu'on est vivant, on va tout de suite faire un petit peu de son. On va bouger un petit peu, on va entendre nos gargouillis. Si on fait un silence, vous allez voir que, moi souvent on entend les gargouillis. La respiration, les gargouilles, ça dépend de l'heure. Il y a toujours un petit peu de son. Donc il y a des endroits plus calmes que d'autres, mais le 0 décibel, a priori, j'en sais rien. Alors, oui, le désert, évidemment, là où il y a le moins de vie, où il y a le moins d'humains, où il n'y a pas de survol. Oui, mais il ne faut pas qu'il y ait de survol. Oui, non, mais je vous crois complètement. Ouais. Donc c'est désert, en effet, en France, je crois que le plateau du Larzac, c'est assez calme. Et encore, on m'a dit, mais non, il y a les mirages, il y a des... Au lieu de la ville Ouais, militaire. Donc, en fait, tout dépend du temps que vous considérez. Pendant combien de temps je peux avoir du sien? Est-ce que c'est une seconde? Est-ce que c'est une minute? Non, c'est nul. Ouh là là! Ça va être compliqué. Donc les gens qui enregistrent ce qu'on appelle les audionaturalistes vous disent que s'ils ont 1, 2, 3 minutes sans bruit de moteur, ils sont très très contents. Et quand vous le faites, moi avant j'enregistrais, alors c'était les cigales, mais j'étais dans le Vaucluse, c'était insupportable, quoi. C'est-à-dire que c'est tout le temps, il y a les voitures, après il y a les avions, qui font des acrobaties, alors ça dure des heures. Parce qu'on est centré sur quelqu'un d'autre et qu'on ne veut pas de ces bruits. Alors après, on peut les accepter. Il y a des gens qui vont dire, mais non, c'est la vie. Et c'est vrai, ça fait partie de notre société. Et si vous réduisez tout ça, on est mort, quoi. Et ça peut être une autre interprétation du Covid. C'est le silence du Covid, qu'est-ce que c'est? C'est un dysfonctionnement, c'est une menace sur notre santé. Ça, c'est le côté négatif. Et le côté positif, c'est qu'on n'était plus pollué acoustiquement quand même. Moi, j'habite pas loin de la 6. Je peux vous dire que j'étais content de ne plus entendre la 6. Ceux qui étaient proches des aéroports, ils étaient très contents. C'est tout le paradoxe des sons, du bruit. C'est à la fois la vie et c'est à la fois une perturbation. J'ai regardé votre carte, vos différentes cartes. Vous prenez des sons, à certains endroits, mais au Sahara, est-ce que vous avez... Je ne sais pas. J'aimerais bien y aller. C'est prévu, mais je ne sais pas. Ouais. A priori, nous, on va dans des endroits où il y a beaucoup de sons. Parce qu'il y a du son aussi. Oui, je veux dire. Le chant des bruits des animaux. Pardon ? Bien sûr, il y a les chants des dunes. Il y a des petits coléoptères. Moi, j'ai vécu ça en Syrie. Mais j'entendais les coléoptères marcher sur le sable. Si on prête attention, encore une fois, on entend. J'ai une grande tolérance au son de la nature. Pourquoi ? Mais oui, mais qu'il soit beau ou pas pour l'oreille, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il représente. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on peut les accepter. Pourquoi la grenouille, moi, ça me fait rien, parce que je sais qu'ils sont en train de... tant mieux pour eux. Ils ont bien de la chance.